Aujourd'hui, on va parler de Mastercard, de l'ascension qu'elle a faite, environ 10 000%, et on va voir pourquoi une telle ascension, si les ratios sont bons, et est-ce que c'est prêt de s'arrêter, et est-ce que ça peut encore continuer. Alors, si on jette un œil au ratio, on voit que le chiffre d'affaires est en constante augmentation, c'est excellent, on voit bien que c'est une grande ligne droite, on est quand même passé de 3 milliards et quelques à plus de 22 milliards, évidemment ici un décroché en 2020, mais globalement on reste sur une belle ligne, sachant que les dernières années on passe quand même de 15 à 16,8, à 18,8, à 22,2. Au niveau des revenus nets, les revenus nets, si la marge est constante, on a aussi une belle ligne droite avec de temps en temps des belles montées. On voit qu'on est à 5 milliards 8 milliards, un loupé au niveau de 2020, logique. On repart à 8 milliards 6, 9 milliards 9, bref, c'est une très belle ascension. Au niveau des marges nettes, on est, alors, premières années ici à 1%. On voit ici 26% qui est vraiment excellent dans une entreprise, même si on est dans une entreprise tech. Et pourtant, ça continue. On est à 37%, 39%, des meilleures années à presque 50%, même si on redescend un petit peu, il y a dû avoir une année un peu exceptionnelle. Mais globalement, on voit bien quand même qu'on est aux alentours des 40%. Et les deux dernières années, 46 et 44, c'est juste incroyable. Au niveau du nombre d'actions en circulation, on a eu une énorme dilution, et encore que énorme, de 800 millions à 1,22 milliard jusqu'en 2010. Et on voit que depuis, on ne fait que racheter. Alors, à aller voir ici pourquoi une telle dilution, surtout que ça ne s'est pas fait en une seule fois uniquement pour racheter un concurrent. Alors il y a peut-être eu plusieurs rachats ou même un rachat étalé en plusieurs fois, peu importe. Il y a aussi le fait que Mastercard pendant quelques années a eu des problèmes, Visa prenait beaucoup d'avance et Mastercard était un peu en retrait, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le réseau qui allait bien. Parce que le problème c'est qu'avec les cartes de crédit, il y a deux choses. Il faut avoir les prix parmi les plus bas du marché, pas forcément les plus bas, mais parmi les plus bas, puisque si la concurrence est 3 fois moins chère que vous, forcément les gens vont chez la concurrence, même si si ça se joue à quelques pourcents, ce n'est pas grave, si vous offrez quelque chose en plus, les gens peuvent tolérer un abonnement à carte à 10 centimes, 1 euro plus cher si jamais il y a une bonne raison, mais du coup il faut des tarifs relativement bas, et un réseau exceptionnel. Si vous avez du Mastercard, mais que dès que vous sortez de votre pays ou même de votre région, vous avez un commerçant sur deux qui ne prend pas votre carte, alors même si elle n'est pas chère et 2 fois moins chère que celle d'en face, vous ne la prendrez pas. Donc il faut et des tarifs bas et un réseau, et Mastercard a eu quelques années difficiles sur le réseau. Donc est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a eu de l'infrastructure supplémentaire? Est-ce qu'il n'y a pas eu des rachats? Peu importe, à aller voir pourquoi, mais il n'empêche que depuis 2010 c'est magnifique, on ne fait que racheter constamment des actions et c'est vraiment excellent. Si on passe maintenant au screener 2. Au screener 2, on a le rocher. Le rocher est juste incroyable. Alors il est comme sur Visa, peut-être même un tout petit peu plus haut. On a du 50%, du 43, 44, 50. Et on voit bien que depuis ces dernières années, on passe à 63, 70, 143 et 145%, ce qui est juste incroyable. Alors, à aller voir pourquoi des ratios aussi forts que ça, est-ce que c'est tenable et durable dans le temps? Mais globalement, on est quand même sur un rocher qui est extraordinaire, et ça veut dire qu'il y a un avantage concurrentiel phénoménal. En même temps, c'est logique, aujourd'hui, vous devez vous lancer sur les cartes de crédit, bonne chance, bon courage, même avec 10 milliards en poche, à moins d'avoir une offre disruptive, ce qui est compliqué, à part avec des crypto-monnaies, etc. Mais sorti de ça, si vous voulez vraiment concurrencer Visa et Mastercard sur leur terrain, eh bien bon courage, puisque c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que d'avoir le réseau équivalent, et ne serait-ce que d'avoir les coûts d'échelle qui leur permettent d'avoir des cartes de crédit. Aujourd'hui, si vous allez dans la bonne banque et que vous dépensez environ 20 ou 30 euros par mois, vous pouvez avoir une carte de crédit qui est gratuite. Certaines banques proposent en disant la carte de crédit est gratuite si jamais vous faites au minimum tant de dépenses par mois. En général, c'est 30-40 euros, ce qui est très rapidement atteignable. Si vous faites votre plein d'essence ou même votre plein de courses, vous atteignez hyper rapidement ce chiffre-là. Donc, la carte est gratuite. Donc, bon courage pour réussir à les battre sur ce terrain-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un rocher aussi important. Si on regarde au niveau des free cash flow, c'est vraiment l'argent qu'il reste. Je le dis toujours, la différence entre les bénéfices et les free cash flow, c'est par exemple, vous avez votre boulangerie. Vous avez fait 1 million d'euros de bénéfices à la fin de l'année, donc pas de chiffre d'affaires, vraiment vous avez enlevé toutes les marges, mais vous vous dites, voilà, je vais racheter un four à pain bien plus grand, tout simplement parce que je veux monter, alors ou qu'il soit plus économique, ou faire plus de baguettes, peu importe la raison, c'est un investissement, et il vous coûte 900 000 euros. Eh bien, si vous l'achetez, vous avez toujours comptablement un bénéfice net de 1 million d'euros,
très bien, mais vous en avez dépensé 900 000 dans un nouveau four. Alors oui, ce nouveau four va augmenter la cadence, votre production, etc. Donc c'est un investissement, il va vous rapporter de l'argent à l'avenir. Il n'empêche que votre bénéfice comptable est toujours 1 million, mais dans les caisses en réel, il ne vous reste plus que 100 000 euros, 1 million moins 900 000 de four, donc vous avez 100 000. 100 000, c'est le free cash flow, c'est l'argent qu'il vous reste exclusivement pour acheter d'autres choses ou le mettre de côté en trésorerie, peu importe. C'est l'argent vraiment réel qui vous reste dans la caisse. Et les 1 million, c'est le bénéfice comptable. Ici, on a donc l'argent qui reste réellement dans les caisses, 578 millions, et on ne fait que monter jusqu'à près de 11 milliards. C'est incroyable. Chaque année, ça ne fait que augmenter. Si on regarde au niveau du price to free cash flow, c'est comme le PER, sauf que c'est avec le free cash flow, donc avec le flux de trésorerie. On voit bien que c'est en dents de scie, forcément, vu que c'est une entreprise tech, ça subit les bulles, etc. On voit bien qu'en 2007, on a crevé les plafonds. On est redescendu ici en 2011 à 17. Et on est remonté, aujourd'hui on est aux alentours de 39. Attention, on voit bien que les price to free cash flow, des fois on a des price to free cash flow, on attend du 15, 12, 11, 7. On voit que ici quelqu'un qui aurait espéré en dessous de 16 n'aurait jamais pu avoir du Mastercard. Et encore 16, ça a été sur une très petite période. Si on enlève cette période-là, il ne fallait pas compter en dessous de 20. Et donc la personne qui se dit non, un price to free cash flow au-dessus de 20 c'est beaucoup trop cher pour moi, j'attends que ça descende, bah ça fait des années qu'il n'est pas dans la course. Et donc depuis, allez mettons ici on va se dire à 20, depuis 2013, il n'aurait pas réussi à acheter et à monter dans le train. Donc ce serait relativement dommage, puisque si on part depuis 2013, on avait quand même un cours qui était environ par là, donc à 66. Aujourd'hui on est aux environs de 430, donc 66 à 430, c'est une belle plus-value qui est loupée. Si on passe au screener 3, on a le PER qui est ce que tout le monde regarde. Et on voit bien que de la même manière, on a eu un PER ici de 22 et avant 2012, on a eu donc un credo pour acheter. Mais depuis 2011-2012, on n'a plus eu de PER en dessous de 20. Donc pareil, la personne qui voulait attendre un PER relativement bas n'a pas pu rentrer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre à n'importe quel prix, ça ne veut pas dire qu'il fallait rentrer un PER de 50, mais ça veut juste dire que sur des entreprises avec des ratios comme ça, avec des rochers comme ça, avec une croissance du chiffre d'affaires comme ça, il faut peut-être pas être trop exigeant et trop en demander, sinon on risque de louper le train. C'est tout l'intérêt de s'orienter vers des entreprises qualitatives. On est prêt à payer un petit peu plus cher. Oui, effectivement, on n'aura jamais à un prix cassé, un prix bradé, mais d'un autre côté, on fait partie du train et derrière, on peut avoir des bénéfices. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter Mastercard et Visa dès demain, ça veut juste dire qu'il ne faut pas avoir un aspect, un regard value sur ce genre d'entreprise, tout simplement parce qu'elles ne sont pas encore rangées dans la case value. Peut-être que ça viendra quand le business sera devenu très mature, mais en attendant, ici, il y a toujours de la croissance, il y a toujours des ratios incroyables, donc ça sera extrêmement difficile et improbable, voire même très fortement improbable d'avoir un PER ou un price to free cash flow en dessous de 20. Si on regarde au niveau de la dette nette, on voit bien qu'on est redescendu en trésorerie et depuis quelques années, on voit qu'on s'endette. Alors c'est pas extraordinaire, 6 milliards 7 quand on sait qu'on fait 11 milliards de free cash flow, il y a de la marge, mais il n'empêche qu'on s'endette fortement. On a eu un ou deux gros pics ici à aller voir pourquoi. Est-ce que c'est pour des acquisitions? Est-ce que c'est pour autre chose? Et une mauvaise gestion? Peu importe, même si je ne pense pas que Mastercard est mal géré, il faut quand même se renseigner et aller voir pourquoi, puisque ici c'était par petites touches et on voit bien quand même qu'il y a de l'endettement. Encore une fois, rien de dramatique, on peut repayer en même pas une année de free cash flow, donc si ça se trouve, c'est absolument rien, mais c'est bon de savoir pourquoi, parce que le pourquoi est souvent plus important que le chiffre en lui-même. Si on regarde au niveau des capitaux propres, on stagne, alors on est une énorme montée, et depuis quelques années, on est redescendu et on remonte, même si techniquement, les capitaux propres ne sont pas essentiels pour une entreprise de ce style-là, c'est souvent la marque et souvent aussi les free cash flow. Les capitaux propres, on comprend bien que dans une société qui est relativement dématérialisée, ce n'est pas ce qui est de plus important, même si c'est toujours mieux si ça monte, mais globalement, ce n'est pas un point essentiel pour l'activité. Et si on regarde au niveau de la market cap, sans surprise, ça monte très fortement et il n'y a aucune raison que ça s'arrête quand on voit des ratios comme ça, sauf s'il peut y avoir une mauvaise nouvelle, si la société a décidé de se reconvertir et de changer d'orientation, de changer de business, ou si elle décide de s'implanter dans un nouveau pays ou un nouveau commerce et que ça ne fonctionne pas. En attendant, si vous lisez les rapports financiers, que vous écoutez les conférences call et que Mastercard a prévu de continuer dans cette voie-là, dans ce business-là, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, puisqu'on voit bien que tout est au vert, tout monte très fortement. Alors oui, ça se paye, mais globalement, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Si on regarde au niveau des projections, au niveau des finances, bénéfices annuels, on voit bien que 2023, 12, 16 attendus, et on voit 14, 16
et 19. Alors certes, 19 c'est très loin, mais on voit quand même qu'on a une progression relativement constante à part 2019 à 2020, mais ça c'est normal, c'est pas de leur faute à eux, c'est le monde entier qui s'est arrêté, mais globalement on est sur une tendance haussière. Donc la personne qui achèterait aujourd'hui pourrait avoir en 2026 du presque 20 euros, enfin 20 $ par action, ce qui est juste incroyable. Si on regarde maintenant au niveau du CAPEX, on a ici cash flow lié aux investissements. Dépenses d'investissement, on va se mettre en annuel. On a 1,1 milliard sur 11,5 milliards qui sont rapportés avec l'activité. Donc 1,1 milliard, je crois que c'est un tout petit peu plus haut que chez Visa. Mais globalement, sur 11 milliards de recettes, on a 1,1 milliard de dépenses d'investissement pour la croissance et le maintien de l'activité, ce qui est extrêmement raisonnable. Ça laisse environ 9 milliards. Pour le reste, c'est très très bien. Si on regarde au niveau de la dette, puisqu'on avait dit que ça commençait à monter un petit peu, on a ici les charges d'intérêt de la dette, 465 millions, ce qui est relativement raisonnable sur un revenu total de 22. Et même si on regarde au niveau des revenus avant impôt, 11 milliards, 465 millions, c'est largement soutenable. Il n'y a aucune alerte à ce niveau-là. Donc si on devait comparer Mastercard et Visa, ce serait extrêmement difficile. On peut essayer d'ailleurs de le faire. Si on met ici Visa, on aurait, alors si on va se remettre sur l'indicateur 1, on aurait ici, hop, Visa. Alors le cours de l'action on ne compare pas puisque suffit qu'il n'y ait pas le même nombre d'actions, qu'on n'ait pas séparé le même nombre de parts, mais on voit bien que globalement sur les tendances, les deux montent de concert. Alors si on se met comme ça, on voit bien que les deux montent de concert. Attention à ne pas se fier aux échelles puisque forcément il peut y avoir une entreprise qui est plus petite, même si globalement elles partaient toutes les deux à peu près le même niveau, donc on pourrait se dire que ça, il y en a une qui prend de l'avance sur l'autre. Si on regarde, c'est bien Visa qui est en tête, donc Visa croît un peu plus vite que Mastercard sur ce niveau-là. Si on regarde au niveau des revenus nets, alors on va changer ici la couleur, puisque sinon ça va être n'importe quoi. Alors ici Visa pareil, on a les revenus nets qui sont en augmentation, sans surprise, si le chiffre d'affaires monte plus vite forcément et qu'on a les mêmes marges, on a ici les revenus nets qui montent. Si on se met au niveau des, alors c'est en bleu, en vert foncé, on est sensiblement sur les mêmes, mais et encore que Visa est un petit peu au-dessus, 52% de marge nette contre 44%, donc encore un petit point pour Visa. Et si on regarde au niveau du nombre d'actions, alors pareil, c'est difficile de faire puisqu'on n'est pas sur les mêmes KPI, mais globalement, les deux sont en rachat d'actions et depuis 2010 et ici depuis 2012, donc on voit bien qu'il y avait eu de la forte dilution jusqu'à ce que 2010 et 2012, il y ait des rachats d'actions massifs. Si on regarde pour le screener 2, on va rajouter Visa. Hop. On a ici deux rochers qui sont extraordinaires. Alors, l'échelle, on a quand même un gain pour Mastercard cette fois-ci, puisqu'on a un rocher qui est bien plus important. Visa, on avait dit 18, 20, on monte à 40, 36, 43, mais ici, on est bien plus important à aller voir pourquoi. Est-ce qu'il y a une bonne raison, une réelle raison? Mais globalement, Mastercard est au-dessus. Si on regarde au niveau des free cash flows, c'est difficile de comparer encore une fois, même si on peut voir qu'on part de à peu près du même niveau. Donc, on voit que Visa est en tête et gagne plus d'argent, croît plus vite en tout cas. Le price to free cash flow, on est à 27 et 39, donc le vert pour Visa et le bleu pour Mastercard. Donc Visa se paye un petit peu moins cher, ce qui est une bonne nouvelle puisque ça a l'air d'être la meilleure entreprise des deux. Et encore que pour ça, il faut aller creuser et lire les rapports financiers puisque juste des chiffres comme ça ne veulent rien dire. Mais globalement, juste sur les chiffres, on a l'air d'avoir des meilleurs ratios. Et si on regarde sur le screener 3, on a le PER. Pareil, en vert, c'est Visa. Donc on a du 31 et Mastercard à 37. Au niveau de la dette nette, on va changer ici pour... On se retrouve avec une trésorerie de 1,8 milliard contre Mastercard qui passe à 6,7 milliards en dette. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'une est meilleure que l'autre, ça veut juste dire que là, peut-être que Mastercard est en train d'acquérir un concurrent ou même d'arriver sur un nouveau marché. Donc ça pourrait rapporter beaucoup plus d'argent dans les années qui suivent. Donc attention, il faut aller voir absolument pourquoi ici on s'endette. Ça peut être pour une bonne raison, ça ne veut pas dire que c'est moins bien géré. Et au niveau des capitaux propres, on a ici Mastercard qui snague et par contre Visa qui continue de monter
au niveau des capitaux propres, donc un point en plus pour Visa. Sans surprise, les deux capitalisations montent très fortement. Visa un tout petit peu plus que l'autre, puisque comme on a vu, il y a des légers points où Visa prend la tête. Attention, ça ne veut absolument rien dire. Il se peut que Mastercard reprenne l'avantage, suffit qu'ils prennent un peu d'avance sur un pays ou sur un nouveau marché, ça peut tout changer. Mais globalement, voici deux belles sociétés. D'une manière générale, les sociétés qui sont dans le paiement et surtout dans le paiement, ce qu'on appelle numérique, ont souvent un avantage. Il n'y a qu'à voir Global Payment, il n'y a qu'à voir PayPal, même si aujourd'hui PayPal est beaucoup plus une usine à gaz, mais globalement, ils ont su croître énormément et faire beaucoup d'argent avec ça. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder dans ce secteur parce qu'il y a souvent de belles sociétés avec de belles marges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!